Merci, je suis ravie de vous voir tous ici en cette magnifique soirée. Je m'appelle Alex Clark et avec moi, j'ai Michel Nieva et Fiston Mwanza Mujila. Alors, je me suis exercée, ça allait la prononciation. Je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. C'est toujours la logistique qui rend plus nerveuse que les conversations. Nous, on est des écrivains, on sait que les idées et la discussion sera fantastique, mais la logistique aujourd'hui, c'est que, Fiston, vous avez pris 4 trains pour venir ici de Berlin et vous êtes arrivé il y a à peine 30 minutes, mais vous étiez déterminé à y arriver. Vous êtes un homme déterminé, vous vouliez arriver ici à tout prix. Alors, merci beaucoup. Nous vous remercions très sincèrement. Alors, Michel, vous êtes arrivé dès hier, n'est-ce pas? Oui. Mais vous devez repartir demain très tôt pour vous adresser à d'autres personnes et leur parler de votre livre. Alors, nous sommes ravis que vous soyez ici avec nous ce soir pour parler de ces romans fantastiques. Et je vais commencer par vous demander de présenter chacun votre roman. Dites-nous de quoi il s'agit, comment il s'inscrit dans vos travaux précédents. Et l'on va parler pendant un certain temps de la thématique du week-end, se libérer, résister. Cet événement s'appelle Résister depuis la marge. Et je vous pose la question de savoir ce que vous avez écrit, comment cela s'inscrit là-dedans. Je vais me tourner vers Michel. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de l'enfance du monde? Alors, l'enfance du monde, c'est l'histoire de Dengue Boy, mais Dengue Boy devient Dengue Girl, puis tout un tas de versions de cette personne, de ce personnage. Initialement, il s'appelait un petit peu différemment. Bien, je suis ravie. Alors, je vais parler en anglais parce que mon français n'est pas très bon. Mon anglais n'est pas bien meilleur, mais il est plus fluide. J'étais vraiment ravie d'entendre mon texte lu. C'était très émouvant. C'est la première fois que j'entends ce que j'écris lu en français et ça a été vraiment un honneur. Alors, de quoi s'agit-il dans ce roman? Je ne sais pas si vous entendez la traduction. Oui, moi j'ai le casque. J'ai mis ce casque parce que je suis plutôt bonne en anglais. Je suis passable en français, inexistante en allemand et tolérable en irlandais. Mais personne ne va parler l'irlandais. Ce serait trop complexe. Mais je vais comprendre Fiston parfaitement par le biais de nos interprètes et je vous écoute dans l'original. Ah bon, moi je pensais que c'était mon anglais qui serait traduit en bon anglais. Ah, alors on va voir, peut-être que Michel se fera mieux comprendre de cette manière. Alors je vais vous poser la question de l'enfance du monde. Alors, c'est impossible de commencer ce roman sans penser à Kafka. On pense à un insecte qui est un humain qui est un insecte. Parlez-nous-en. Eh bien, ce roman s'appelle L'enfance du monde en français, Dengue Boy en anglais. J'appelle mon style le gaucho punk. Ça lie la tradition latino-américaine avec la science-fiction. Il se passe à l'avenir. L'Amérique latine a changé dramatiquement en raison de la fonte de la banquise. Et c'est l'histoire d'un enfant qui est moitié moustique, moitié humain. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dengue Boy. Alors, je n'ai pas lu ce roman en français, donc je ne sais pas comment le personnage s'appelle en français, mais l'influence historique, le contexte, c'est qu'en Argentine, il y a eu
une endémie de dengue qui, en raison du changement climatique, s'est étendue dans de nouvelles géographies. C'est une maladie vectorielle qui est fréquente dans les zones tropicales et subtropicales, mais cette maladie s'est étendue à d'autres régions où la maladie n'était pas connue par le passé. Et à ce stade-là, c'est le moment où la pandémie de Covid a commencé. Et le gouvernement, ou plutôt les médias, se sont concentrés sur la Covid et le gouvernement ne voulait pas concentrer son action sur cette endémie. Des amis à moi étaient malades, ils n'ont pas pu être testés parce que les hôpitaux testaient pour la Covid. Voilà un petit peu le contexte dans lequel est née l'enfance du monde. Et oui, mon ami qui a été malade, pour faciliter son rétablissement, on a commencé à l'appeler Dengue Boy, le gamin dengue. Alors, il n'a pas été en danger, mais on s'est dit que l'humour ferait peut-être passer la pilule. Ça, c'était le début. Et puis, je suis un fan de Kafka, de Cronenberg aussi. C'est comme ça que ce personnage est apparu pour la première fois, oui. Alors oui, l'humour, c'est une chose, mais c'est un livre fantastique, fantasmagorique. On est en 2200 et quelques. Le monde, des grandes parties de la planète est sous l'eau. Les gens vivent sur de toutes petites îles. Il fait extrêmement chaud. Tout a changé. Et si ça ne suffisait pas, vous avez ce moustique géant qui veut se venger de l'humanité. Vous avez le capitalisme qui s'est rattaché à cette ère des pandémies mondiales, ce qui lui permet de générer encore davantage de profits. Et puis, vous avez cette force de vie qui vient du centre de la Terre via des pierres télépathiques. Alors, est-ce que vous êtes assis un jour et vous vous êtes dit, je vais mettre tout ça dans un seul et même roman? Je ne sais pas trop. Moi, j'aime bien lire des nouvelles et j'ai tout un tas d'idées pour tout un tas de nouvelles. Et en tant qu'écrivain, en tant que lecteur, j'aime bien tout mettre dans une seule œuvre. La tradition argentine, notamment celle de Gramero, est très baroque. On a aussi cet écrivain, Borges, qui... Bon, la littérature espagnole a une tradition baroque très importante. Borges était contre la littérature espagnole. Il a introduit le canon de la littérature argentine. La littérature argentine devrait être écrite dans une langue qui transmet la narration. Oui, c'est un style. Oui, c'est ça, c'est un style. Il doit être plein de fioritures. Et étant donné que j'écris la science-fiction, j'aime bien cela et j'aime bien ce que dit Granero à propos de la tradition argentine. L'écriture n'est pas baroque, mais la fantaisie l'est. Je ne sais pas si c'est le cas, mais dans ce que j'écris, je pense de cette manière. Et quand j'ai commencé à écrire, il était difficile de publier en Argentine en raison de la crise économique. L'écriture devait s'adapter à cela, les romans devaient être courts parce que sinon c'était trop cher que de publier. Si j'avais beaucoup d'idées, il fallait que je les mette toutes dans le même roman parce que sinon je ne pouvais pas publier davantage. C'est encore la réalité tout à fait pratique et logistique. Alors, Fiston, je me tourne vers vous. Et si vous voulez écouter les interprètes, n'hésitez pas à vous munir d'un casque et vous pouvez sans autre vous exprimer en français.
Pouvez-vous me parler de la danse du vilain, qui, encore une fois, est un roman complètement dingue. En effet, lorsque l'on commence le roman, on est dans un monde moitié mythique, moitié magique, avec la Madone des mines de Kafunfu, ce personnage qui semble contrôler les événements et qui a un rapport très proche avec les gens autour d'elle. Elle semble tirer les ficelles de la vie autour d'elle. Mais c'est un moment et une géographie très particulière dans l'histoire. Bonsoir. Ouais. Je viens du Congo. Chez nous, quand on arrive quelque part, on salue les gens. Quand ils ne répondent pas, c'est dire qu'il y a un problème. Donc voilà. Donc pour moi, c'était important. Moi, je viens du Congo. Et le Congo, comme pays, est un État, est un pays paradoxal. Paradoxal dans quel sens? C'est-à-dire que c'est un pays, dans un pays où il y a comme deux mondes qui s'affrontent, le bien et le mal. C'est que c'est un pays qui a connu, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, beaucoup de violence. C'est un pays assez instable. Tout est possible au Congo. Je peux arriver au Congo aujourd'hui avec 20 € dans ma poche et le lendemain, je pars avec 30 000 €. Donc, c'est un pays qui est assez qui est dynamique. Par exemple, moi, quand je vis à Graz, en Autriche, quand je suis en Autriche, j'ai comme l'impression que le temps s'est arrêté. Même si en Suisse, hein, j'ai comme l'impression que je rentre demain, je viens dans 6 mois, je vais trouver les mêmes bâtiments, je vais rencontrer les mêmes personnes. Alors qu'au Congo, tout bouge. Il y a les inondations, il y a des constructions partout, il y a du soleil. Donc tout est en excès. Et donc pour moi, comme écrivain, comme Congolais, c'était important de repenser l'histoire de ce pays, mais pas de manière, je dirais, de manière du début à la fin de la Genèse de l'Apocalypse, mais de me concentrer sur l'époque de Mobutu, sur la dictature de Mobutu. À l'époque, le Congo s'appelait le Zaïre. Donc je suis né dans un pays qui n'existe plus. Pour moi, c'était important de me replonger dans le passé, parce que vivre, grandir dans une dictature est une expérience assez inouïe, parce que tout simplement, il y avait des sujets qui étaient tabous. Moi, je me rappelle quand je cause avec mes parents à l'époque, ou mes grands-parents, donc il y a des sujets où on ne touche pas. Par exemple, l'image même du président de l'époque, Mobutu, était un peu partout dans le paysage urbain. À l'époque, moi, je pensais même que le président Mobutu était un membre de la famille, parce qu'il y avait ses photos à la maison. Il était partout. Par exemple, avant une émission avant les nouvelles de la télévision, des actualités, il y avait sa photo qui descendait dans les nuages. C'est-à-dire qu'il était présent partout. Par exemple, à l'école, avant d'entrer en classe, on montait le drapeau et nous, comme élèves, on chantait « Nous, les pionniers du Zaïre ». Donc, pour moi, c'était important de repenser cette vie-là de Mobutu, cette période du Congo, à travers des personnages assez dynamiques, parce que la plupart de mes personnages, c'est des gens qui vivent dans la marche, des enfants soldats, des graisseurs, voilà, il y a un écrivain autrichien, il y a la Madone de l'ami de Kanfufu, il y a une dame qui travaille dans une carrière minière. Donc pour moi, j'avais besoin d'avoir une série de personnages. Dans mes romans, de manière générale, il n'y a pas de personnages principaux. Tous les personnages sont des personnages secondaires, parce que chacun vient avec son histoire. C'est comme un morceau de jazz. On a un solo de trompette, un solo de basse clarinette, de saxophone. Donc moi, j'avais envie de pouvoir raconter l'histoire du Congo par le bas, à travers le regard de gens qui sont un peu exclus de l'histoire officielle, de la grande histoire. Comment ces gens-là luttent ou
négocier avec la violence coloniale, mais cette violence coloniale, elle se répercute à des violences d'ordre politique, des violences sexuelles, comme en allemand on appelle Ausbeutung, l'exploitation des minerais, tout et tout. Et donc, comment ces gens-là interprètent leur pays, comment ils luttent contre la violence, comment ils arrivent dans cette violence à se créer leur propre monde. Et je peux résumer, donner comme réponse, c'est-à-dire qu'au Congo, on dit souvent 6 et Baluki 9, c'est-à-dire que 6 égale à 9, c'est-à-dire que tout est question de perspective. Pour moi, c'est un 6, mais pour toi, ça peut être un 9. Et donc, c'est à travers des stratégies d'évitement, de parade, d'évitement que les gens parviennent à vivre dans une dictature, à se créer des espaces de liberté, des espaces d'imagination que la dictature ne peut pas violer, ne peut pas arracher. Fiston, merci beaucoup. C'était absolument fascinant. Moi, j'aimerais vous revenir sur quelque chose que vous avez dit au début. Vous avez parlé de l'idée de la dynamique, de l'accélération dans la société, les choses qui changent tellement vite. Et vous, en tant qu'écrivain, vous créez une œuvre à ce propos à partir d'un autre endroit où les choses semblent plus lentes, parfois statiques, parfois immobiles, comme si elles étaient permanentes. En Europe, et c'est encore une question de perspective, les gens ont l'impression d'être dynamiques, mais cette dynamique n'est pas la même. On a l'impression que l'histoire s'est reposée, qu'elle est plus statique. À quel point est-ce important que vous écriviez depuis l'extérieur de ce qui était le Zaïre, qui est maintenant le Congo? Par rapport à la question du temps, c'est dire qu'en Afrique, de manière générale, les gens vivent dans une double ou une triple temporalité. Il y a une temporalité occidentale et il y a une temporalité africaine. Parce que ce qui est intéressant de soulever, c'est que l'Afrique vivait dans peut-être son Moyen-Âge, peut-être sa modernité. Et la rencontre de l'Afrique avec l'Occident est une rencontre qui n'était pas prévue. Donc c'est une rencontre violente de deux mondes qui n'avaient rien en commun. Et donc cette rencontre a fait que l'Afrique, qui était dans sa modernité, rencontre l'Europe dans sa modernité. C'est pourquoi il y a ces deux modernités en Afrique. De manière générale, par exemple, quand je suis chez moi, même ici en Europe, je vis dans ces deux temporalités. Quand j'ai un rendez-vous avec un Congolais, on s'est dit, on se retrouve après-midi, on se voit après-midi dans l'après-midi. Mais quand c'est un Autrichien, on se voit à 15h30, on se voit à 16h. Donc il y a ces deux temporalités. Quand je rentre avec un Congolais, j'arrive toujours en retard. Quand je vais à un mariage de Congolais, par exemple, les mariages de Congolais, quand tu vas à un mariage de Congolais, il est écrit sur le programme que les mariés entrent à 19h. Mais le marié arrive à minuit. Donc, et quand j'arrive aussi à minuit. Mais pour les Autrichiens, tu te pointes à 19h parce que quand tu arrives à minuit, les gens sont déjà partis. Donc, je peux dire que vivre comme écrivain africain, congolais, en Europe, c'est... je pense que c'est vivre dans plusieurs mondes. Parce que de manière générale, on pense les identités comme des choses qui... on pense l'identité comme... là, je réfléchis en allemand. On pense l'identité comme quelque chose qui s'affronte, comme une matière qui s'affronte, comme des mondes qui s'affrontent. Alors que je pense que l'identité, elle est dynamique. Aujourd'hui, par exemple, il y a certains jours, quand je me réveille, je fonctionne comme un Congolais. D'autres jours, je suis un Autrichien. D'autres jours, je suis noir, parce qu'on ne devient noir qu'en Europe.
Chez moi, chez mes parents au Congo, en Afrique, on n'est pas noir, on est fiston, on est Louis, ainsi de suite. Mais c'est quand on est en Europe que l'identité change. Donc parfois, ma réaction peut être la réaction d'un Congolais, la réaction d'un Autrichien, de quelqu'un de grade, la réaction d'un homme, parce qu'être un homme noir a aussi de connotations, de manière générale, souvent parfois très des clichés. Et donc, parfois, je pense que pour moi, je vis dans ce monde-là. Donc, je pense que l'identité, elle est dynamique. Donc, pour moi, l'identité, c'est comme un vêtement. Parfois, j'aime bien cuisiner. Donc, parfois, je cuisine la bonne sauce congolaise. Tu manges. Tu oublies même les temps qu'il fait. Parfois, j'ai fait le schnitzel, l'escalope viennoise. Donc, je pense que l'identité... et actuellement, l'identité, elle est dynamique. Et c'est pourquoi je suis heureux de vivre aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle. Parce que, par exemple, au XVIIIe siècle, ici en Autriche, et ici en Suisse, il n'y avait pas des bananes, il y avait pas, tout était fade, il n'y avait pas des mangues, il n'y avait pas des bières congolaises. Alors qu'ici, à Bill, où j'ai enseigné, il y a par exemple un resto de Camerounais où j'allais, je buvais des bières congolaises. Et je pense que c'est ce monde multiple qui me semble fascinant. Et donc je vis avec ce monde comme écrivain. Merci infiniment. Michel, je reviens vers vous avec quelque chose que disait Fiston. Cette superposition de temporalité. Une des choses qui se produit dans votre roman, c'est que certains des personnages jouent obsessivement de jeux vidéo. Et ces jeux ramènent ces personnages en arrière dans le temps. C'est un jeu de chrétiens versus les Indiens, contre les Indiens. Donc, c'était intéressant de vous entendre parler d'un passé qui n'était plus disponible dans le présent du roman. Ces personnes n'ont jamais connu ce monde. Ce monde ne veut rien dire pour eux. Est-ce que c'est quelque chose qui était auquel vous pensiez très intensément? Oui, je crois que le temps n'est pas linéaire. Ici, il y a beaucoup de violences politiques et économiques. En Argentine, depuis 20 ans, l'inflation a atteint plus de 100% par an. Alors, le temps change très vite. Et donc, dans le roman, il y a ce genre d'expérience dynamique. La Pampa et la Patagonie sont très importants pour l'Argentine, pour le tourisme et aussi pour la culture, pour l'image mondiale collective de ce qu'est l'Argentine. Et ces régions ont été constituées suite au génocide de peuples autochtones et ont été remplacées par les industries extractives. La fracturation, le forage. Donc, ce sont des régions géographiques où il y a eu une grande violence. Je voulais que ma tradition reflète cette culture, la Pampa, la Patagonie, mais ces régions sont complètement changées par suite de changements climatiques. Et la violence continue, mais elle n'est pas chronologique. L'intrigue se déroule au XXIIIe siècle, mais le jeu a lieu au XIXe siècle.
avec un génocide, justement. Donc, mais les violences sont simultanées car elles ne sont pas chronologiques. En même temps, j'ai pensé au livre Sa Majesté des mouches quand je lisais cela également. Sentimental education of kids and video games is by far the most important. Je pensais à l'éducation sentimentale des enfants et de nos jours, sans aucun doute, cela passe par les jeux vidéo. Je voulais absolument qu'il y ait des jeux vidéo et cette idée que la réalité des enfants se trouve dans les jeux vidéo. Les adultes, d'ailleurs, dans le livre, jouent à une sorte de jeu vidéo, un jeu financier. Merci. J'aimerais vous demander, à vous deux, de nous parler du lien ou de la relation de votre travail aux traditions littéraires avec lesquelles vous avez grandi, car vous avez grandi dans des pays différents, des époques différentes. Et quel est le lien entre cela et ce que vous essayez de faire maintenant, avec l'idée de la littérature comme forme de résistance, comme moyen de documenter la marche du monde pour pouvoir résister. Bon, je me lance si vous voulez. C'est une question difficile. Bon, vous pouvez la diviser en plusieurs questions. Il y avait d'ailleurs plusieurs questions, je crois. Je me considère comme écrivain de science-fiction. J'aime bien ce titre. En Argentine, c'est un genre plutôt rare. C'est la littérature fantastique qui est très populaire au début de ce genre en Amérique du Sud. Il y avait Campo, Retsitos. Ils inventaient des histoires de maisons enchantées. Ils ont inventé des mots. Donc, je me suis intéressé à l'histoire de notre littérature et de notre pays. Je vous ai parlé de la violence, la technologie. Bon, on disait toujours, on disait que la technologie allait nous apporter le progrès. Eh bien, c'est la technologie qui a apporté les génocides et les catastrophes climatiques. Alors, grâce à la science-fiction, on peut relier la technologie avec la violence. Et en même temps, par le passé, la science-fiction était un genre mineur. On pense tout de suite aux robots, aux machines, à l'espace extra-atmosphérique. Mais je voulais utiliser la terminologie du capitalisme, le fétichisme, la fétichisation de l'économie, etc. La science-fiction est une sorte de philosophie politique qui dialogue avec le présent. Mais c'est un peu un débat politique sur notre monde présent. Oui, dans l'Enfance du monde, vous avez l'intersection du capitalisme et de l'immunologie et comment on peut faire de l'argent sur le dos des pandémies.
Et ce n'est pas tellement futuriste, c'est en train de se faire maintenant. Donc on n'a pas besoin de regarder très loin dans l'avenir. Fiston, je pense que il y a aussi des événements dans l'histoire récente de votre région, mais il y a cette intersection importante entre votre livre et ce qui se produit maintenant. Est-ce que c'est ainsi que vous le vouliez? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Vous écrivez au sujet d'une époque précise. Dans les tropes littéraires que vous utilisez, nous avons l'impression d'entendre un grand nombre d'histoires. C'est un livre d'ensemble. Il n'y a pas de personnage principal. Et nous avons cette idée de cette Madone qui va relier toutes ces histoires. Mais je voulais vous demander quel était pour vous le lien entre le monde que vous créez dans votre roman et le présent. Elle est très liée à ma condition, à ma propre vie, à mon... c'est assez personnel. Même quand j'écris un roman ou de la poésie, tout est assez personnel, privé, je dirais même familial. Je veux dire que je suis né à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est dans le sud du Congo. C'est une région minière, notamment réputée pour son cuivre. Mais mes grands-parents viennent d'une autre région. À l'époque coloniale, l'administration belge avait besoin d'une main-d'œuvre abondante dans le sud. C'est ainsi que beaucoup de gens étaient recrutés de force pour travailler dans les mines du Katanga. Et donc, c'est dans cette euphorie, par exemple, que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, la plupart des membres de ma famille, parfois à 15 ans, 14 ans, sont allés dans le sud travailler dans les mines. Et donc, j'ai grandi dans cette ville où tout tourne autour de la mine. Par exemple, à Lubumbashi, tu ne peux pas être artiste. Quand tu dis que tu es écrivain, mais les gens s'étonnent. Ils te disent, mais tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu es encore écrivain. On dit, tu n'aimes pas l'argent. Dans ce pays, dans cette ville, on a de l'or, on a l'uranium, on a du cuivre. Mais toi, tu écris de la poésie. Et donc, il y a ce paradoxe-là, parce que tout tourne autour de la mine, parce que la plupart c'est une ville qui a été créée, comme toutes les villes coloniales, hein, toutes les villes minières coloniales, c'est des villes qui ont été créées pour l'argent. On découvre des minéraux et on s'est dit, on construit une ville là, mais non. Et puis on ramasse des gens de partout. Par exemple, Lubumbashi, ma ville natale, en 1910, était peut-être plus cosmopolite, par exemple, que Genève. Parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout, d'Afrique du Sud, d'Europe, de partout, pour travailler dans les mines ou pour faire des affaires. C'était un peu comme la ruée vers l'or américaine. Et donc, je suis née dans cet environnement et j'ai commencé à écrire dans cet environnement. Et dans mon travail d'écrivain, c'est un travail qui, je dirais, qui est intemporel et même transnational, parce que tout simplement, toutes les réalités de l'exploitation minière sont universelles. Que ce soit au Congo, aux États-Unis ou partout, quand les gens travaillent dans la mine, ils ont le même réflexe, parce que la mine est liée, je dirais, à l'exploitation, parce que c'est des jeunes qu'on ramasse, qu'on amène de partout. Et il y a des imaginaires de la mine, les gens qu'on a ramenés de partout, ils chantent. Par exemple, on peut même analyser les chansons de la mine. C'est des chansons qui parlent du déracinement, de l'exil, de la soif d'un avenir radieux, parce que tout simplement, c'est des jeunes, ainsi de suite. C'est pourquoi ces réalités, c'est des réalités universelles. Quand j'ai lu un auteur sud-africain qui parle sur la mine, c'est comme si j'ai parlé de ma propre vie, parce que je lisais mes propres textes. Les réalités de la mine sont des réalités universelles.
Et donc, c'est pourquoi mon travail s'ancre s'enracine dans le terreau, dans l'univers, dans la terre congolaise, mais en même temps, c'est un travail universel parce que c'est l'exploitation de l'homme, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et moi, je me rappelle toujours mon grand-père, et comme écrivain, je pense que ce qui est paradoxal comme écrivain africain, c'est que le conflit commence avec déjà la langue. Pourquoi j'écris en français? La langue avec laquelle mes grands-parents ont été colonisés, ont été envoyés dans les mines. Et donc, c'est un peu ça le conflit comme écrivain. Donc, tu écris dans une langue. Moi, je me rappelle, mes grands-parents étaient fiers quand je parlais le français parce qu'ils disaient « Ok, tu parles la langue de blanc, tu vas comprendre leurs secrets. » Parce que c'est pour essayer aussi de ton côté de leur jouer de mauvais jeux, pour essayer vraiment de leur voler l'intelligence. Mais en même temps, ils étaient tristes parce qu'ils savaient qu'en parlant bien le français, je perdais, je coupais le cordon ombilical avec ma culture. Je me perdais en parlant cette langue-là. Et pour moi, comme écrivain, mon exil a commencé avec la langue française parce que c'est une langue qui est liée à la violence, qui est le synonyme de la déportation, du déracinement, ainsi de suite. Donc, même le Congo lui-même qui a été créé à Berlin, c'est dans des langues non congolaises. Et donc, comme écrivain, c'est toutes ces énergies négatives qu'on essaye de repenser avec nos sensibilités. Voilà. Mais parfois, vous écrivez en allemand, n'est-ce pas? Vous passez du français à l'allemand. Pourquoi est-ce que vous le faites et qu'est-ce qui vous fait changer d'une langue à l'autre? Je ne suis pas seulement écrivain, je suis, je dirais, messager ou interprète, dolmetcha, ou interprète, traducteur, parce que mes personnages, ces enfants de la rue ou les gens qui travaillent dans les mines, ils parlent le Chiluba, ils parlent le Lingala, le Swahili. Et donc, je suis obligée de transposer ces imaginaires-là en français. Moi, je considère mon français, ma langue française, comme un fleuve. Et les autres langues que je parle, le Chiluba, le Lingala, le Swahili et même l'allemand, comme des affluents qui se déversent dans ce fleuve-là. Et donc moi, j'ai comme l'impression que j'ai toujours... Parce qu'il y a le fait de venir déjà d'une tradition orale fait que j'essaie vraiment de m'inspirer de la tradition orale dans mes romans, dans ma poésie. C'est pourquoi ma poésie a un rythme qui est le rythme du griot traditionnel, parce qu'un griot, quand il récite des généalogies, il a des techniques de mémorisation. Parfois, c'est des énumérations de reprises, mais des techniques qu'on utilise dans le jazz, parce que le jazz, le blues, toutes ces musiques-là, c'est des musiques qui parlent de l'homme, de l'exploitation. Et donc, j'essaye, quand j'écris, de m'inspirer de ces musiques-là, même dans l'appropriation de ce langue-là, que ce soit l'allemand ou le français. Le jazz est tellement important dans votre œuvre et cette musique est importante pour vous aussi. C'est la musique, entre autres, de la liberté et de la contestation, de l'aspiration à vivre libre. Avant de prendre les questions de l'assistance, je voudrais que nous revenions à l'idée de la résistance et de la rébellion, en vous demandant à tous les deux si le fait d'écrire ces multiples expériences au sujet de groupes différents, dans des lieux différents, et les dialogues avec les différentes
de traditions culturelles et autres. Est-ce que c'est une manière, vous avez parlé d'être messager, est-ce que c'est pour vous une manière de permettre une forme de résistance? Est-ce que c'est ainsi que vous voyez les choses, Michel, ou est-ce que vous avez l'impression de créer une histoire? J'aime bien ce que disait Fiston sur la transnationalisation de certaines expériences comme l'extraction minière. Nos 2 livres commencent par une page avec une carte. C'était un outil colonial pour occuper le terrain. Et dans mon livre, nous voyons les conséquences futures de nos actions aussi sur cette carte. Mais dans la science-fiction, nous avons une accumulation de choses qui arrivent à l'avenir. Pour certains auteurs, l'avenir n'a pas d'avenir. Et puis il y a aussi un avenir qui va peut-être devenir réalité. L'Amérique du Sud n'en fera pas partie. J'ai vécu un moment pendant la pandémie. J'étais à New York à ce moment-là. Et la ville était complètement déserte, tout était fermé. Mais Wall Street, la bourse, continuait de vendre et acheter des titres. Je me suis dit, si l'humanité disparaît, le capitalisme a de beaux jours devant lui. Et ce serait intéressant de savoir ce que fait le capitalisme quand 99% de l'humanité a disparu ou est parti sur Mars. Et je me suis demandé ce qui arriverait en Amérique du Sud si les milliardaires partaient sur Mars. Et une résistance face à cet avenir peu attrayant. Donc voilà ma résistance. La capacité de penser à un avenir qui reflète tout ce qu'on nous a volé, les territoires, la liberté, etc. Fiston, il y a une chose qui m'a frappée. Vous avez dit que dans votre société, dans votre culture, les gens vous disent « Que fais-tu? T'es pas minier, t'es écrivain, tu ne dois pas aimer l'argent. » Et vous m'avez parlé, vous nous avez dit ce que c'était que de vivre avec ce régime au-desdessus de votre tête, comment ça vous avait façonné. Et l'écriture, cet exercice de l'imagination, est-ce que c'est une forme puissante de libération? Vous ne laissez pas votre réalité façonnée ni par l'industrie minière, ni par un dictateur. Je pense que, par exemple, la colonisation, la violence, que ce soit la colonisation, la dictature, toutes les exploitations, commence par le viol de l'imaginaire, le viol de la langue, le viol de la mémoire. Et donc, comme écrivain, comme le dit Michel, donc, comme écrivain, on essaie de créer des utopies, des imaginaires, des utopies futures possibles pour se réapproprier nos mémoires, des mémoires d'Amérique latine, de nos morts du Congo, un peu de ce pays-là, parce que par exemple dans les pays d'Amérique latine, ce sont des pays qui ont été aussi pendant des dizaines d'années caractérisés par des dictatures. Et donc je pense que créer des imaginaires, créer des personnages de romans, de la fiction, de la poésie, sont des possibilités pour se réapproprier l'histoire, mais en même temps pour compléter la mémoire. Pour des pays comme le nôtre, comme le Congo, où il y a des gaps, où parfois on ne peut pas raconter à un certain moment, on ne peut pas
raconter, par exemple, mon histoire familiale, quand ça se raconte, on arrive peut-être début, fin 18e siècle, où il y a certains événements au Congo, des enfants qui ont été massacrés, des gens qu'on massacre, ainsi de suite. Et donc, on a besoin de la littérature pour raconter le non-dit. La littérature permet de compléter la justice. Quand il n'y a pas de justice, la littérature peut permettre de servir comme une sorte de boussole. Et donc, parfois, comme dans des dictatures, même à l'époque coloniale, les mémoires sont confisquées, il y a des trous qui ne peuvent pas être remplis, et on le remplit avec la littérature. Et donc pour moi, ce rôle-là de la littérature, qui est celui peut-être de pouvoir dire le monde, mais autrement, avec le cœur, avec une certaine sensibilité. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers le public. Nous avons des microphones dans la salle qui sont là pour que vous puissiez poser vos questions. Si vous avez des questions pour soit Michel, soit Fiston, soit pour les deux, comme vous le souhaitez. Yes, there's a gentleman just at the back there. Monsieur, au fond de la salle. Merci beaucoup tous les deux. J'aurais une question pour Fiston, mais elle peut aussi s'étendre à vous. Est-ce que vous partagerez avec nous qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture? Vous avez dit, vous avez grandi dans cette ville où tout tournait autour de l'argent, etc., etc. Et donc ça détonnait cet environnement avec ce là dont vous aviez envie. Est-ce que vous partagerez un peu plus? Est-ce qu'il y avait des moments particuliers, peut-être pas, voilà, des moments très marquants qui vous ont amené à la poésie, à la littérature? Merci. Thank you so much. Pour ma part, je dirais c'est assez paradoxal parce que quand mon grand-père paternel est arrivé au Katanga à l'âge de 15 ans, il était assez frêle pour travailler dans les mines. C'est ainsi qu'il va travailler pendant plusieurs années chez des Belges, chez des Italiens, du Katanga comme boy, comme garçon de course, comme jardinier, pour ouvrir plus tard l'un des premiers bars de Lubumbashi. Et donc mon grand-père, lui, me disait qu'un homme normal doit avoir un bar. Parce que quand tu as ton bar, les gens viendront jusqu'à la fin du monde boire la bière. Il disait la bière ne pourrit pas. Et donc moi, j'ai été éduqué par mes parents, par mes grands-parents, pour devenir barman, pour faire le commerce. À l'époque, moi je me rappelle même que j'enviais mon grand-père parce que son bar, c'était comme un petit paradis. Il y avait des gens qui buvaient la bière, qui dansaient la rumba, des gens qui arrivaient de partout. Et pour moi, ça m'a fasciné parce que tout simplement, il y avait une belle énergie. Donc j'ai été vraiment éduqué, socialisé pour faire du commerce de bière. Moi-même, j'ai vendu à l'université, j'avais des caisses de bière que je vendais chez mes parents pour financer mes études. Donc j'ai fait mes études universitaires parce qu'il y a eu des gens qui ont bu des bières. Et donc c'était comme ça, parce que quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon bac, mes parents m'ont remis un peu d'argent, ils m'ont dit fais un commerce pour te prendre en charge. Et donc jusqu'à maintenant, l'un de mes grands rêves, c'était d'avoir 15 enfants, comme mon grand-père qui avait une longue famille, 15 connus. Et mon rêve, c'était d'avoir une ribambelle des enfants, peut-être une dizaine, une vingtaine, parce que c'était ça le succès, beaucoup d'enfants, des commerces, ainsi de suite. Et donc,
Mais paradoxalement, que ce soit mes parents, mes grands-parents nous disaient qu'il fallait lire des livres pour capter, j'utilise le terme Swahili, Kubamba, pour capter l'intelligence des Blancs. Et donc, pour moi, c'était ça. Et quand on a commencé à lire des livres comme ça, voilà, étudier, lire des livres, donc je peux dire que je suis devenu écrivain par hasard. Parce que mon grand rêve jusqu'à maintenant, c'est d'ouvrir un bar. Mais en Europe, c'est très difficile parce qu'il faut avoir un brevet, un diplôme d'hôtellerie, alors qu'au Congo, il faut avoir ton fric et tu ouvres le bar. And beer. Et de la bière. Yeah. I have to say, I haven't asked you whether you Je have vous ai 15 or even 20 pas children. demandé si vous avez Perhaps 15 ou we'll 20 As a enfants. mystery. Peut-être que ça restera un mystère Tell pour us, nous. Michelle, Mais about Michel, you. When did you start pouvez-vous wanting to nous write? dire à quel moment vous avez voulu commencer à écrire et ce qui vous a poussé à écrire? Pendant que vous posiez votre question, l'Argentine, c'est un pays compliqué économiquement parlant, mais Buenos Aires a une grande traduction de littérature, beaucoup de librairies, beaucoup de bibliothèques. Donc, on voit des gens dans des parcs qui vendent plein de livres. Et je crois que c'est comme ça que je suis arrivée à la littérature. Je me souviens d'avoir vu quelqu'un qui lisait Ecce Homo. Ce type était très concentré pendant des heures sur la même page. C'est un livre extrêmement compliqué. Et je me suis posé la question de comment un objet si petit pouvait être si captivant, tenir l'attention de cet homme pendant tant d'heures. Et je crois que c'est ce qui m'a influencé de vivre dans cette ville. Ma mère a étudié la psychologie, donc il y avait beaucoup de livres de psychologie qui traînaient chez moi. Alors, les livres portaient sur le sexe. Ça a attiré mon attention pour une raison ou pour une autre. Donc je lisais ces livres de psychologie qui traînaient chez moi. Et je crois que c'est comme ça que j'ai commencé à lire et à écrire. Donc c'était Nietzsche et des livres qui parlaient de sexe, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Bon, ce sont des chemins un petit peu détournés qui vous ont amené à l'écriture. Avoir un bar et Nietzsche. Je crois qu'on a une autre question dans la salle. Allez-y. Je m'appelle Fernand Noumoulik Beto. Je viens du Bénin, donc en Afrique. Et je suis très content de te rencontrer, fiston, parce qu'il y a quelques mois, on a tout fait pour te trouver, on n'a pas pu. Quand je dis on, c'est mes étudiants. Et mes étudiants et l'un des collègues du département des lettres modernes dont je suis modestement le serviteur en chef. Parce qu'on a reçu de l'ONG La Scène littéraire une 60aine d'exemplaires de ton roman qui a obtenu le prix Les Afriques en 2022-23, je crois. Et donc, il fallait gérer ce stock-là en organisant un café littéraire. Voilà. Et on s'est dit, à défaut de lui payer un billet d'avion, on est très riche là-bas, vous le savez bien, on pourrait toutefois le rencontrer à travers les réseaux sociaux. Donc, ils sont partis, ils ont commencé à faire des recherches, mais ils n'ont pas pu. Et voilà que moi, leur enseignant, je vous trouve en chair et en os, et j'espère qu'à la fin, on pourra prendre quelques photos avec vous, et je vais leur montrer, vous dire, voilà comment on cherche. Voilà, on cherche, on trouve. Vous voyez? On est alors. Mais je suis ravie que l'on vous ait. Deux petites questions. La première, c'est par rapport au titre du roman. J'avoue que moi, l'enseignant, heureusement que ce n'est pas moi qui ai dirigé ce café littéraire-là, je me suis contenté de mon rôle de serviteur en chef du département. C'est un autre collègue qui a dirigé le café, donc lui, il a lu votre roman. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Et ce qui s'est passé le jour-là, c'est quoi? C'est par rapport au titre du roman, La danse du vilain. Je leur ai posé la question, mais finalement, c'est quoi la danse du vilain? Et ils n'ont pas pu me l'expliquer. Je n'ai pas compris. La danse du vilain, finalement, c'est quoi? Tout à l'heure, l'extrait que nous avons écouté parle de cette danse-là.
Mais je crois qu'au-delà de cet événement ponctuel dans le roman, c'est peut-être un titre métaphorique. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? Deuxième question, très rapidement. J'ai l'impression que la violence est permanente dans les deux romans, dans les deux œuvres qu'on vient de présenter. Elle est permanente et je me pose une question. Est-ce que, pour répondre à la violence du monde, les écrivains doivent aussi passer par la violence du langage? C'est la solution que vous proposez au monde. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de reproduction de la violence jusque dans la trame des œuvres littéraires? Finalement, je sais pas, quelle solution vous proposez pour que, à la violence du monde, on puisse quand même avoir la paix? Merci. Thank you. That's actually a lot of questions in one. Merci, c'est beaucoup de questions, de très bonnes questions, mais c'est beaucoup de questions en deux. Et il ne nous reste que quelques minutes, donc on va essayer d'y répondre. Fiston, par où commencer? Merci de ce mot attendrissant. Merci beaucoup de votre message. Vous saluez vos élèves de ma part, de tout cœur. Moi, je pense qu'en Afrique, par exemple, quand on est écrivain, le rôle, il est différent quand on est écrivain en Europe. Parce qu'en Afrique, quand tu es écrivain, tu appartiens à une communauté. Tu te promènes comme ça dans la ville, il y a quelqu'un qui t'aborde et qui te dit pourquoi je ne suis pas personnage dans ton roman? Pourquoi tu ne parles pas des réalités qui se passent au Congo? Par exemple, moi, on me dit souvent, pourquoi des fois dans ton roman, tu essaies de tout compliquer? Il faut nommer les avenues, il faut nommer les gens, ainsi de suite. C'est-à-dire que, parce que les écrivains sont le rare qui peuvent avoir cette possibilité, parfois de dire des choses. La fonction, elle est différente qu'en Europe. L'écrivain appartient à une communauté. Par exemple, moi, j'ai des amis qui, quand je fais une lecture, ils viennent à ma lecture, ils me disent à la fin, Fiston, je n'ai rien compris. Je dormais même, mais je suis venu parce que tu écris, parce que tu es connu. Voilà, je suis venu à ta lecture. Je pense qu'en Afrique, le rôle de l'écrivain, c'est aussi un rôle qui est assez... il fait partie vraiment de la société. Donc la danse du vilain, parce que tout simplement, au Congo, avec tout ce qu'il y a eu comme système de corruption, de violence, tout, ainsi de suite, les gens essaient de se réapproprier les imaginaires. Par exemple, au Congo, on dit que la beauté n'existe pas. C'est l'argent qui fait la beauté. Les gens disent, par exemple, au Congo, mieux vaut être 100 fois vilain, mais avoir de l'argent. Parce que quand tu as de l'argent, c'est l'argent qui va créer la beauté. Et donc, il y a comme ça des danses comme ça au Congo qui essaient d'imiter des gens, des danses comme ça où des gens, des musiciens, ils font des grimaces pour dire que voilà, je suis vilain, mais j'ai de l'argent. Donc voilà, donc ça a été inspiré du Congo. Il faut dire qu'au Congo, la musique, la rumba, le fleuve Congo, Lumumba joue un rôle important. Parce que le Congo, c'est 80 fois la Belgique, c'est grand comme l'Europe. Et dans ce pays, c'est un pays qui n'est pas relié. C'est-à-dire que c'est ces trois éléments, la musique, le Lumumba et le fleuve, qui permet à ce pays d'avoir une identité nationale. Sans le Lumumba, sans la rumba, sans le fleuve Congo, le Congo n'existerait pas dans sa forme actuelle. Parce que cette identité vient de ça. C'est pourquoi partout, même quand il y a toujours de la musique partout. C'est pourquoi la musique ressurgit dans mon travail, parce que ça, c'est comme une sorte de planche de salut. La deuxième question, moi je pense que comme écrivain, moi je me considère souvent comme appartenant au groupe 47. Le groupe 47, c'est un mouvement littéraire créé en Allemagne, dans le pays de langue allemande, pour repenser la langue allemande, la littérature au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le travail commence par la langue, par l'imaginaire. Comment dire dans cette langue-là de nazi, quelle est la portée de la langue, le lien de l'écrivain avec sa société. Et je pense que ce sont ces questionnements qui rejoignent
qui me rejoint dans mon travail d'écrivain. Je ne pourrais pas écrire comme un écrivain français parce que le français, pour moi, est une langue, je dirais, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est une deuxième, troisième, quatrième langue. Je sais que c'est une langue qui est liée à la violence, cette langue dans laquelle j'ai eu des gens qui ont été balancés dans les mines, qui ont été circonscrits, comme ça, arrachés pour travailler dans les mines. Et donc, je pense que le fait de faire un travail sur la langue, dans la langue, est une façon de peut-être de rendre la langue malléable pour dire nos réalités. Et donc, c'est pourquoi il y a peut-être cette violence, mais qui n'est pas vraiment une violence, c'est peut-être une certaine façon de dire le monde. Thank you. I'm just going to give, as we draw to a close, Nous allons bientôt clore cette séance, mais Michel, je voudrais vous donner la possibilité de dire un mot sur cette notion de violence. C'est très important. Et il y a de la violence dans votre roman et beaucoup de gens qui sont mangés par un moustique géant. C'est assez violent. Merci pour cette question. Oui. C'est un mélange des mœurs de notre époque, mais aussi c'est politiquement correct. On me dit c'est un ramassis d'idées affreuses collées sur la réalité présente. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, cette dystopie, parce qu'il y a un lien direct entre la dystopie et l'utopie. Quelqu'un a dit, au cœur de toute dystopie, il y a une utopie qui bat. C'est son cœur. Donc, j'essaie de trouver des interstices dans la réalité pour montrer les contradictions et en même temps, ça crée de nouveaux horizons dystopiques. C'est comme cela que cela fonctionne pour moi. Il y a beaucoup de violence aujourd'hui, mais cette violence permet à d'autres choses de voir le jour, des choses inattendues. C'est ça le lien entre la dystopie et l'utopie et le fonctionnement de la violence. Ça se solde en fin de compte par un certain optimisme. Merci beaucoup. Je voulais aussi juste ajouter que l'Afrique n'a pas peut-être le monopole de la violence. Je dis qu'en Afrique, parfois, la violence, elle est visible. Alors qu'en Europe, il y a une violence qui est invisible. Par exemple, la bureaucratie européenne, c'est une violence extraordinaire. Au Congo, tu peux arriver en Afrique de manière générale, tu peux discuter où la personne peut comprendre que tu es arrivé à un rendez-vous parce qu'il pleuvait, parce que tu es venu à pied, parce que tu as des problèmes avec ta femme. Mais ici en Europe, la bureaucratie, c'est vraiment une violence. Il y a cette violence-là qui est souterraine, qui est par exemple la solitude. It's restrictive. Non, je disais la solitude. Oui. Donc il y a plusieurs types de violences. C'est pourquoi je dirais qu'en Afrique on est dans une temporalité, on est dans une modernité peut-être africaine. L'Europe a sa propre modernité et on vit dans des sociétés qui sont trop violentes, mais c'est des violences qui sont, je dirais, en Afrique c'est très, très, très visible. Alors qu'ici en Europe, il y a la question par exemple de la honte. Quand quelqu'un a un problème, parfois on va voir le psy. Alors moi quand j'ai un problème, j'appelle ma mère et je dis maman j'ai ça. Et elle appelle sa cousine, elle dit fiston ta. Elle appelle et puis à la fin j'ai pas besoin d'aller chez le psy. Fiston, merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse que vous ayez décidé d'être écrivain, mais j'aimerais bien que vous ouvriez un bar, parce que je pense que ce serait un excellent bar avec une excellente musique. Et vous pourriez faire les jeux vidéo.
mais vous êtes des écrivains hors pair. Et maintenant, vous allez signer vos romans dans le chapiteau qui est à l'extérieur du bâtiment. Formidable. Vous êtes formidables tous les deux. Merci beaucoup et merci aux interprètes.